suis né le 2 janvier 1948, professeur de maths, exilé en France depuis 1974. Militant associatif donc, depuis 1991, où on avait créé une association de défense des locataires qui était à l'époque affiliée à la Confédération nationale du logement, la CNL en l'occurrence, que les membres du conseil d'administration ont décidé de quitter après de bons et loyaux services, donc pour des raisons sur lesquelles je ne veux pas revenir évidemment. Et nous avons créé en 1973 l'association de défense des usagers du logement, qui est la continuité bien évidemment de l'association de défense des locataires, mais cette fois-ci elle est affiliée à la Confédération générale du logement. 2013 alors. 2013, exactement 2013. Voilà, donc je suis donc président de la CGL 30, Association de défense des usagers du logement. Je suis président également du comité de quartier de Val-de-Gour. Je suis président de l'association Mosaïque qui gère une salle de prière qui s'appelle Masjid Al-Fath, la mosquée Al-Fath, ça veut dire l'ouverture. Voilà. Il y a à manger à boire quand on parle du quartier, bien sûr, Val-de-Gour-Pissevin, donc que j'ai vu, moi je suis sur ce quartier-là, sur Val-de-Gour depuis 30 ans, sur les deux quartiers Val-de-Gour-Pissevin depuis 1974. Il y avait un vrai vivre ensemble à l'époque, où le quartier, donc, il y avait une mixité sociale, et quand je parle de mixité sociale, je ne parle pas bien évidemment d'une mixité culturelle, non, loin de là. Pour moi, la mixité sociale, c'est que vous avez donc un demandeur d'emploi qui côtoyait un ouvrier de bâtiment, qui lui côtoyait un médecin, qui lui côtoyait, ainsi de suite. Il y avait une vraie mixité, donc au point que sur Galilée, à titre d'exemple, on avait pas mal de fonctionnaires territoriaux, notamment ceux d'Habitat du Gard. Donc il y avait cette mixité, il y avait ce vivre ensemble, il y avait ce respect mutuel, il y avait ce respect des aînés d'ailleurs, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui donc sur ces quartiers, malheureusement. Pour la bonne et simple raison, c'est que la politique de la ville, on va revenir à la politique de la ville, la volonté politique au jour d'aujourd'hui, c'est de ghettoiser de plus en plus ce quartier, parce que quand on regarde Val-de-Gour-Pissevin, et notamment Val-de-Gour, c'est un quartier black beurre. Il ne faut pas se voiler la face, donc il faut dire les choses clairement. Donc, vous dites que c'est une volonté, mais quels sont les moyens qu'ils ont fait et qu'ils ont mis en œuvre pour justement en rendre un ghetto? C'est pas. D'une part, bien évidemment, donc je dénonce donc l'absence de l'entretien du bâti par bien sûr les bailleurs sociaux. Je ne vise pas uniquement Habitat du Gard, mais il y a également sur ce quartier, nous avons Irelia, nous avons Vaucluse Logement, nous avons SFHE Groupe Arcade, donc tous ces bailleurs sociaux ont totalement délaissé durant des décennies leur patrimoine. Voilà. Et puis il y a également une absence de volonté politique de la ville en elle-même. Donc la ville, aujourd'hui représentée bien évidemment par le républicain de M. Jean-Paul Fournier, a totalement délaissé également de son côté ces quartiers. Mais ça remonte à des années en arrière. C'est pas parce qu'il y a, pendant 6 ans, il y avait également la mairie communiste, qui elle non plus n'a pas levé le petit doigt pour que les choses donc changent sur ce quartier. Pire encore, du temps de la mairie communiste, donc de M. Alain Clary, il y avait un tissu social qui était très 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 florissant et puis très engagé. On avait une association qui était le phare du quartier, c'était Interassociation à Paz, qui à cause de la mairie communiste a plongé, puis il a déposé les arbres. C'est une association qui regroupait donc l'ensemble des associations œuvrant sur le quartier Val-de-Gour. Cette association a été créée par la famille Rousselet, qui, rendant à César ce qui appartient à César, ont fait des choses très positives pour ce quartier. Passons sur les choses qui fâchent, donc c'est pas la peine d'en parler. Il y a eu quand même une volonté en 2000, je crois, de réaménagement ici à travers la destruction de quelques bâtiments qui faisaient un peu trop château fort. Vous faites allusion à l'ANRU 1. Oui. L'ANRU 1, de l'avis de tout le monde, est un échec total.
C'est pour ça qu'il va falloir être très 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 vigilant sur l'ANRU 2 pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes travers que lors de l'ANRU 1. L'ANRU 1, donc ce projet s'est limité à détruire, donc à démolir, sans penser réellement à un schéma du quartier. Donc, voir, parce que bon, quand vous faites le tour aujourd'hui du quartier, vous passez par des dédales, on se perd complètement. Donc, l'ANRU 1, pardon, s'est limité uniquement à la démolition. Sans parler, bien évidemment, que dans le plan d'ANRU, c'était un logement démoli égale un logement construit, et on est loin, très loin du compte. Donc, de l'aveu de tout le monde, j'ai fait relever donc cette remarque lors de diverses réunions avec les élus, nos élus bien sûr municipaux, qui reconnaissent eux-mêmes que l'ANRU 1 était un échec, fut un échec total. Maintenant, concernant les travaux de réhabilitation, c'est ce que je reproche également souvent aux bailleurs, c'est de laisser le patrimoine se dépérir, donc laisser le patrimoine se déléguer, pour venir après par un projet de réhabilitation qui consisterait à quoi? Qui consiste tout simplement à faire certains travaux qui auraient dû être faits depuis des années, mais qui va leur permettre d'augmenter les loyers, d'appliquer ce qu'on appelle un loyer plafond. Voilà, parce que les augmentations, on les subit chaque année, à part cette année où la direction, avec la présidence d'Habitat du Gard, ont décidé de ne pas appliquer l'augmentation du loyer, qui était d'ailleurs très dérisoire, mais c'est injuste quand même. Mais l'augmentation des loyers qui intervient annuellement, elle est dérisoire par rapport que quand, par exemple, on fait des travaux de réhab. Une travaux de réhabilitation, l'augmentation, elle est de facile 15 à 20%. Votre cheval de bataille, c'est quand même, pour mieux vivre ensemble, il faut donner un cadre de vie, comment dire, j'allais pas dire digne, mais un cadre de vie normal. Agréable, un cadre de vie, là où voilà, on peut. aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bien sûr. Et donc, où est-ce que vous en êtes, vous, de la mairie, les autorités vous entendent maintenant ou Ben, on va dire qu'on est, quand on tape sur la table, oui, on est entendu. Voilà. Donc, mais comparativement, par exemple, à ce qui est investi ailleurs que sur les quartiers, on est loin du compte. Voilà. Je voudrais juste rappeler un petit point, c'est-à-dire que je rappelle souvent aux habitants du quartier qu'ils ont des droits, mais ils ont également des devoirs. Ça, c'est une chose qui est très primordiale à mes yeux. Ils ont des droits, certes, mais ils ont également des devoirs. Donc, concernant, je dirais, est-ce que il y a une amélioration sur le quartier? Je dirais oui, mais il est très sensible. Très sensible. Tant du côté des bailleurs que du côté de l'État ou de la ville. L'État s'est totalement retiré de ces quartiers. Tout ce qui est service public, hormis, je dis bien hormis, la mairie, il y a une mairie annexe, plus rien n'est sur ce quartier-là. On s'est battu il y a à peu près 4 mois de cela parce que la Poste était sur le point de partir. Donc on a eu gain de cause, même si la Poste aujourd'hui donc ouvre par exemple que le matin, mais pas l'après-midi, hormis 2 jours par semaine. Mais ce qui nous révolte, c'est que il y a un double discours des hommes politiques. Le discours qu'ils nous tiennent pendant les périodes électorales et les promesses qui fusent, voilà. Passer les élections, les promesses sont dans le tiroir de l'on parle. Voilà. À ce propos, vous me permettez de rebondir donc sur la prochaine constitution des conseils citoyens. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un énième pansement de la politique de la ville, ou c'est vraiment un outil qui va vraiment servir à la démocratie locale et à l'expression des désirs? Sincèrement, je ne pense pas que cet outil servira à quelque chose.
déjà, donc, d'entrée, je l'avais, donc, parce qu'on n'a même pas postulé, nous, donc, la société locataire, parce que quand j'ai vu qu'on a écarté de facto certaines catégories de population, de citoyens, pour des raisons, certains citoyens, pour des raisons extra-communautaires, ouais, voilà, à mes yeux, qui sont fallacieuses. Donc je dis que voilà, il va falloir repenser ça, il va falloir revoir ça, il va falloir venir avec d'autres propositions et prendre en considération l'ensemble des citoyens, qu'ils soient français ou pas français. Mais comme c'est une mesure qui a été actée, donc elle va avoir lieu, elle va exister. Ouais. Donc pensez-vous pas qu'il faudrait faire confiance à ce nouveau bureau là, cette nouvelle instance de conseil de tout ça, et la voir évoluer d'ici 3 ans, quoi, puisque les mandats sont de 3 ans. J'appelle de mon vœu que cette institution qui vient d'être mise en place réussisse, que ne prouve que nous avons eu tort de la préjuger. Je leur souhaite bon vent. On les jugera bien sûr au bout de 3 ans. Même si je reste très, très, très sceptique. C'était naturel pour vous de prendre en charge, enfin de vous engager dans l'action sociale du quartier, ou ça a été un processus long? Je vous avais dit auparavant que je suis prof de maths, que j'ai été arrêté par le régime marocain du temps de Hassan II. Je suis donc une des personnes qui œuvrait à l'époque au sein du Parti communiste marocain lors de son émergence. L'âme syndicaliste, je l'ai toujours eue. Et on va dire que c'est la continuité de mes convictions qui m'ont amené à. Voilà. C'est pas beaucoup pour un seul homme, ou c'est parce qu'il n'y a personne d'autre que vous pour gérer ça? C'est beaucoup pour un seul homme. Je suis arrivé à un moment où je suis vraiment saturé et je pense sérieusement à me retirer. Malheureusement, je dis bien malheureusement, la relève, il n'y en a pas. Le bénévolat, ça n'attire pas grand monde. Et se donner corps et âme pour son quartier, les gens qui veulent le faire, on les compte sur les bouts des doigts et ils sont impliqués par ici et par là dans d'autres associations. Donc j'ai bien peur, moi je me donne encore une année. J'arrive sur mes 70 ans, je me donne encore une année. Et d'ici une année, donc, s'il n'y a pas de relève, c'est le rideau qui va être brisé. Je ne fais pas de soucis pour le comité de quartier. Il y a de la relève. D'ailleurs, on va avoir une assemblée générale au mois de décembre, juste après les fêtes. Avant les fêtes, pardon. Là, il n'y a pas de souci. Donc, vu qu'on va l'élargir à d'autres institutions, telles qu'en commerçant, ce qui n'était pas auparavant, je vais trouver, je ne fais pas de soucis. D'ici un mois, je ne serai plus le président, donc il y aura quelqu'un qui prendra la relève. Association Mosaïque qui gère une salle de prière, il n'y a pas de souci. Donc ça ne demande pas une implication quotidienne, il n'y a pas de souci. Là où je me fais de soucis, c'est pour l'association des locataires. Donc même les gens qui sont avec moi aujourd'hui, et sont au nombre de 22 membres au sein du conseil d'administration, je les vois quand il y a un CA, bien évidemment, ou quand ils sont sollicités par une personne, ils me relaient, donc il y a tel ou tel problème. Le seul qui est, on va dire, pas 24 sur 24, mais qui fait office d'un fonctionnaire d'une association qui est là du matin jusqu'à l'après-midi, c'est Mohamed Jaffa, notre serviteur. Voilà. On va rentrer un peu dans l'actualité, hein, toute fraîche et toute brûlante, on va dire. Quel est votre sentiment face aux événements qui sont passés ce dernier week-end? Révolté, en colère. Une fois passé les froids et les réactions épidermiques, comment vous voyez les choses? Moi d'abord, ce qui me révolte chaque fois qu'il y a un acte de ce genre en France, limite, on demande aux musulmans de s'excuser comme si nous sommes pour quelque chose dans ces événements. Comme j'ai dit sur ma page Facebook, je suis musulman, je suis fier de l'être. Je ne me retrouve pas dans ce que font ces assassins, parce qu'ils sont pour moi ni plus ni moins que des criminels, des assassins. Et que je me positionne vis-à-vis de ça
En tant que citoyen, je le fais. En tant qu'être humain, je le fais. Mais ne me demandez surtout pas qu'est-ce que j'en pense en tant que musulman. Mais vous n'avez pas l'impression que, justement, de cette prise d'otage permanente, de ces guerres qui nous dépassent souvent, hein, entre nos États, nos gouvernements, la politique extérieure de nos gouvernements, face à des groupuscules avec qui les gens traitent quand même. Est-ce que vous ne pensez pas que quand même à un moment, en tant que musulman, il faut quand même s'impliquer pour justement ou faire le ménage Pourquoi je dois m'impliquer en tant que ou éviter musulman? d'être otage? Non, pourquoi m'impliquer en tant que musulman? Je m'implique en tant que citoyen et c'est déjà très important à mes yeux. Je m'implique en tant qu'être humain parce que être musulman, ça relève de la sphère privée. Je n'ai même pas à dire je suis musulman. Je n'ai pas à le dire. Mais l'idée, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il n'y aurait pas plus de force à dire nous, c'est nous, et les autres, s'il n'y aurait pas plus de force que de dire nous on est citoyens, on est démocrates, on est dans un pays laïque, mais quand je dis ça, quand je vais sortir dans la rue, et puis dire attention, moi c'est moi je suis musulman, je ne suis pas comme eux. Bon, quelque part, comment je vais dire ça? Vous n'avez pas besoin de vous justifier, quoi, c'est ça voilà. l'idée. Voilà, c'est quand je suis en train de me justifier. Voilà, je n'ai pas à me justifier. Ces gens-là, pour moi, ils sont des criminels, des assassins, on peut qualifier de terroristes, on peut ce que tu veux, mais ils ne sont pas des êtres humains. Se proclamer d'une religion quelconque, ça ne veut rien dire. Et je n'ai pas à dire, attention, moi je suis musulman et je ne suis pas comme eux. Non. Je ne suis pas comme eux tout simplement parce que moi je suis un être humain qui respecte l'être humain. C'est tout. Est-ce que vous pensez que l'ensemble des populations ici on partage vos analyses ou en tout cas votre sentiment? Vous qui êtes vraiment impliqué dans tout ça? Non, tout simplement parce que on a affaire donc, à une population qui est majoritairement illettrée. Bon. Et en plus qui est totalement déconnectée de la réalité. Ce matin, un monsieur d'un certain âge, il me dit mais qu'est-ce qui se passe en France? On m'a dit que mardi, je risque pas de partir. Pardon, c'était hier, dimanche. Il m'a dit qu'est-ce qui se passe en France? On m'a dit que les avions seront en grève lundi. Parce que moi j'ai réservé pour aller au Maroc. Et ils vont être en grève patati. Je dis quoi? Qui c'est qui t'a parlé de grève? Il m'a dit ouais, mais qu'est-ce qui se passe en France? Et là, je lui ai expliqué, voilà. Les gens, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est pas qu'ils sont ou solidaires ou pas solidaires avec ces criminels, mais ils sont complètement, d'une part, donc, déconnectés de la réalité. D'abord, ils sont déconsidérés. On voit l'environnement dans lequel ils vivent. Ils sont déconsidérés, je dirais même ils sont considérés comme des riens, moins que des riens, ils sont considérés moins que rien. Et puis, voilà, donc, sinon, quand tu prends le temps de leur expliquer, c'est vrai, ça les révolte. Dans la mesure où, pourquoi ça les révolte? Tout simplement quand tu leur dis, ces gens-là se disent qu'ils sont de votre religion, de notre religion. Et c'est au nom de notre religion qu'ils ont commis ces méfaits. Alors là, oui, ça les touche. Puis ils te disent, ah non, ces gens-là, ils ne sont pas des musulmans. Parce que l'islam ne veut pas dire ça, ne veut pas dire ça. À ce moment-là, oui, ils réagissent. Mais ils réagissent de ce côté, quand tu le touches dans leur foi, en leur disant, attention, ces gens-là, s'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils se proclament de vous, se proclament d'abord de vous, en tant qu'origine, et ils se proclament de cette foi, et de ce prophète, de ce Dieu qu'on vénère. Là, ils réagissent. Mais sinon, comme ça, à froid, donc... Mais quand même, pour terminer sur une note positive, il y a quand même un peu d'espoir, parce que justement, la jeunesse, à travers la jeunesse, l'éducation des enfants... Sans l'espoir, il n'y a pas de vie. On espère toujours à un jour meilleur, on espère toujours à... Voilà, l'espoir, comme on dit, il faut vivre. Sans l'espoir, il vaut mieux se prendre un pétard et se tirer une balle dans la tête. J'ai toujours de l'espoir que les bailleurs ne restent pas des bailleurs voyous. J'ai toujours l'espoir que les gens prennent conscience
que c'est leur quartier et ils doivent prendre les problèmes à bras le corps et s'occuper de leur quartier et respecter leur quartier, on a toujours espoir. Et puis s'il n'y avait pas cet espoir, ben, je ne serais pas là. Non, on arrêterait tout. J'aurais décroché, voilà. Je l'avais dit une fois à un ami, un ancien conseiller départemental, conseiller général, M. Bernard Zanca, c'est l'un des membres fondateurs de la Confédération nationale du logement. Je lui avais dit, le jour où je n'aurai plus cette fibre syndicaliste, où je ne serai plus motivé, ça veut dire que je n'ai plus d'espoir, j'arrête tout. En tout cas, si vous arrêtez, si vous arrêtez prochainement, c'est pas parce que vous n'avez plus d'espoir, c'est qu'à un moment, il faut passer la main. Il faut passer le flambeau.